comment établir des valeurs pour une organisation sportive? Qui décide, quand, comment, quel est ce processus? Est-ce que tu peux le décrire du début à la fin pour essayer d'avoir vraiment un objectif, que ce soit un objectif commun, mais c'est même plus grand que ça, les valeurs, c'est vraiment sur quoi repose tout ce qu'on va faire dans cette organisation. Ça passe par les comportements entre les joueurs, le staff, les décisions qu'on va prendre aussi, que ce soit au niveau financier ou autre, doivent reposer sur ces valeurs d'une manière ou d'une autre. Donc, pour peut-être des clubs ou des équipes qui n'ont pas la chance d'avoir, on va dire, un fond commun avec ces valeurs-là, par quoi tu commences si toi tu intervenais, quelle serait la première chose à faire pour te diriger vers l'établissement d'une organisation qui a donc des valeurs fortes auxquelles tout le monde adhère, parce que ça, je pense que c'est aussi une part importante. Oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a deux réalités différentes. Dans mon expérience, c'est comme ça. Mmh. Il y a des réalités où il y a des valeurs fortes qui sont portées parce qu'il y a un grand héritage du club, par exemple. On peut dire club, entreprise. J'aime bien quand tu dis organisation, parce qu'un club sportif, c'est comme une entreprise. En fait, il ne faut pas oublier que le coaching, notamment le coaching en entreprise, que je pratique aussi, hein, parce que je suis coach externe d'une grande entreprise américaine de fabrication de matériel de santé, donc de haute technologie. Une organisation peut avoir un héritage fort, très ancré, profond. Et dans ce cas-là, il faut vérifier que les personnes qui viennent dans cette organisation soient prêtes à adhérer aux valeurs que l'organisation propose. Sinon, c'est compliqué. Et là, c'est là où le profilage est intéressant au moment où on engage certaines personnes, surtout les personnes qui se trouveront à prendre des décisions cruciales, stratégiques. Là, il faut que la personne qui vient de l'organisation ait déjà, l'idéal, c'est que la personne ait des valeurs similaires ou pas lointaines des valeurs de l'entreprise. À très haut niveau, je dois dire que les personnes, les managers de succès sont ceux qui arrivent avec des valeurs qui sont déjà fortes chez eux et qui retrouvent dans l'entreprise. Donc, c'est naturel, quoi. Ils ne sont pas trouvés par hasard. Il y a une synergie entre la personne et l'entreprise qui fait que, comme tu avais dit, que la somme était plus grande que les parts, donc qui arrive à apporter quelque chose de plus. Oui, parce que c'est justement c'est l'idée de l'apport de chacun dans un système qui existe et qui, quand c'est des organisations de ce genre, c'est des systèmes qui performent de façon juste magnifique, qui excellent, quoi, depuis longtemps. Si on prend certaines marques de montres, sans vouloir faire de la pub, mais ils n'en ont pas besoin, donc on peut les nommer. Si on prend Patek et Philippe, par exemple, qui est une entreprise qui a une production énorme, et quand un ingénieur il va travailler chez eux, s'il n'a pas ces valeurs-là, ça va être difficile qu'il puisse rester longtemps, quoi. Parce que l'héritage est très fort. Alors dans le sport, on connaît dans le foot, par exemple, un club comme le Real de Madrid, club avec des valeurs très fortes. Les joueurs, pas n'importe quel joueur peut jouer au Real de Madrid. Il faut avoir un certain profil. Faut que ça colle. Dans le foot, ça se perd un peu. Mais dans le rugby, il y a pas mal de clubs. Je ne sais pas, le joueur qui va jouer à Stade Toulousain, il a un profil particulier. Ce n'est pas un mercenaire qui débarque. Et d'ailleurs, Stade Toulousain, beaucoup de joueurs de Stade Toulousain viennent des filières de formation de Stade Toulousain. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'ils ont été éduqués à certaines valeurs. Et donc, ils les ont fait propres. Après, il y a d'autres réalités où on peut commencer ça. Et quand c'est ça, c'est génial. Nous, on l'a fait à Stade Lausanne, parce que Stade Lausanne, avec une grande crise à un moment donné, pour des raisons vraiment très matérielles, quoi. C'était un club qui, pendant longtemps, était un club d'expats. Et puis, les expats sont partis. Et donc, le club s'est trouvé un peu vidé de certaines valeurs. Et voilà, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que ce manque-là existait. En plus, une équipe très jeune, âge moyen 23 ans. Voilà, et de leur proposer des valeurs un peu poussiéreuses que tout le monde dit par habitude. Ça marchait pas, les jeunes ne sont plus comme ça. Moi, j'ai 58 ans, bientôt, en janvier, donc je suis pas tout à fait un petit jeune. Je ne comprends pas comment les gens de ma génération puissent continuer à vouloir imposer certaines valeurs
aux jeunes générations qui sont en général plutôt bien instruites, qui ont une tête bien faite et qui ont la possibilité d'accéder à une somme d'informations absolument extraordinaire. J'entends. On ne peut pas parler à des gens comme ça comme s'ils étaient stupides et inéduqués, quoi. C'est nier la réalité. Donc, ce qui est intéressant chez nous, et c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on a déterminé une vision. Enfin, eux, ils ont déterminé une vision. Moi, j'ai juste animé les séances. Et quand ils ont déterminé la vision, ils se sont donné une mission. Et, ils se sont donné des valeurs qu'ils partageaient. Et par exemple, pour les valeurs, nous avons fait un travail où les valeurs devaient émerger à l'unanimité. C'est-à-dire qu'une voix comptait. S'il y en avait un seul qui disait « je ne sais pas, je ne suis pas sûr », eh ben, on n'avançait pas, on se plongeait dessus, on allait regarder, on faisait une analyse du langage. Ouais. On faisait une analyse du langage, justement. On dit sens de l'honneur, ok, qu'est-ce que c'est l'honneur pour toi? Et chacun devait s'exprimer. Et puis après, on trouvait des surfaces de recoupement ou de superposition où on pouvait déterminer que l'honneur pour nous, dans ce contexte-là, signifiait telle chose. Parce que les valeurs en elles-mêmes, elles ne signifient rien. Hein. Si elles ne sont pas incarnées par des comportements spécifiques, moi, je peux dire que je suis la personne la plus honnête du monde, mais si après, quand je vais à la Migros, je change les étiquettes de mes produits, voilà. C'était très important pour moi. Ouais, j'avais entendu un autre coach dire, j'essaie de la traduire de l'anglais, c'était que jusqu'à ce qu'elles soient mises en action, les valeurs étaient juste des préférences linguistiques. Exactement, je suis parfaitement d'accord. Et c'est très bien dit. Et moi, je distingue 3 catégories de valeurs, les valeurs déclaratives, les valeurs profondes et les valeurs cachées. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une école de pensée. Donc voilà, dans les valeurs déclaratives, évidemment… Vas-y, développe sur ces trois angles. Dans les valeurs déclaratives, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, tout le monde est génial. Évidemment que je suis pour le respect, évidemment que je suis pour la liberté, évidemment que je suis pour la tolérance, et évidemment que je suis pour… qu'est-ce que je peux mettre encore une chose très alarmante? La bienveillance. La bienveillance est très, très alarmante. Et voilà, et l'empathie. Alors déjà, l'empathie, ce n'est pas tout à fait une valeur. Donc, on peut le dire, mais ça ne signifie pas vraiment… L'empathie, c'est plutôt un état interne. Donc voilà. Oui, bien sûr, je peux le dire, jusqu'à la preuve du contraire. Seulement que voilà, dans le sport et dans la haute performance, la performance durable, les valeurs, à quoi elles nous servent? Elles nous servent à nous recentrer et à relancer la motivation au moment où les choses deviennent difficiles, au moment où c'est dur. Parce qu'on perd, parce que l'adversaire est plus fort, parce que les conditions environnementales sont contraires, parce qu'il y a des adversités. Donc, tout ce qui est de valeurs déclaratives qui ne correspond pas, qui n'est pas possible d'incarner par des comportements, là, ça se voit. À ce moment-là, ça se verra. Nous sommes tous courageux jusqu'à la preuve du contraire. Voilà. Et le courage n'est pas le même pour tout le monde dans les mêmes conditions. Donc, c'était important d'arriver à des choses qui étaient non seulement des… Comment il a dit? Des préférences linguistiques. Des préférences linguistiques, j'aime bien ça. Je vais le Tu vas le garder. Oui, je vais le garder. Des préférences linguistiques magnifiques, hein, très émouvantes. Et après, elles sont mises à l'épreuve de la réalité, quoi. Et quand ça pique, et quand ça fait mal, est-ce que j'ai envie de l'incarner, cette valeur-là? Peut-être pas. Donc, il fallait arriver à 4, dans ma façon de faire, à 4 valeurs avec une hiérarchisation en plus sur les 4. Et il y a un système pour y arriver. Hein. On va du général au particulier. En fait, on va en affinant à partir de la vie de chacun, hein, individuellement. Donc, c'est un travail long. Ça ne se fait pas en un quart d'heure. Il faut être patient. Et puis, on arrive à cette hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est eux, ils ont déterminé les valeurs. Eux, ils ont déterminé la hiérarchie. En plus, moi, j'adopte une démarche qui s'appelle gestion de l'équilibre des systèmes complexes, qui a été mise en place par l'un de mes formateurs, qui s'appelle Roger Blumenthal. Et je veux le citer parce que c'est quelqu'un de vraiment très, très éclairé, où on met en place une matrice avec un système dynamique, où chaque valeur va
être localisé par rapport à une dynamique particulière. Et donc le mouvement en avant, le mouvement en arrière, la tension, la détente. Et chaque dynamique est là aussi une émotion de base qui lui est attribuée, la colère, la peur, la joie. Donc voilà, c'est un travail qui se compose de différentes étapes. C'est pas simple à faire. Tu me disais, est-ce qu'on peut le faire tout seul? Dans mon livre, je l'ai mis. Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un travail complexe. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible parce que ça serait prétentieux de dire là, sans un coach, on ne peut rien faire. Non, c'est pas vrai. Mais ça prendrait, je pense, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à quelque chose de réel, de concret, parce que, comme on disait avant, à un moment donné, les ombres apparaissent. Et c'est là que ça devient délicat. Et tu as mis ça en place il y a combien de temps avec ton équipe, avec le Stade Lausanne? On a commencé l'année passée à ce moment, en octobre 2019. Et est-ce que tu peux parler un petit peu donc des répercussions qu'a eu cette pratique-là sur le groupe au sens général depuis le moment où tu l'as mis en place? Peut-être des différences par rapport à l'état de l'équipe telle qu'elle était avant que vous mettiez ça en place? Peut-être des commentaires de certains joueurs qui ont remarqué des différences, que ce soit dans les attitudes, dans les démarches, etc. Donc, déjà, un ou deux aspects statistiques. Le nombre de joueurs à l'entraînement. On est passé d'une moyenne de 30, 25-30 à une moyenne de 40-45. Ce qui est quand même remarquable. Ouais, c'est ça, et surtout pour le rappeler, dans un cadre amateur où les joueurs ne sont pas payés pour être là. Et donc, il faut que quelque chose les attire sur le terrain. Et donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, pour moi, c'est une stat qui est très, très importante. Le nombre de joueurs qui pointent le bout du nez pour faire ce qu'il faut sur le terrain, c'est super important. Oui, c'est important et c'est visible. Donc là, ce n'est pas une interprétation, quoi. Ensuite, les résultats. On était une équipe qui marquait, mais qui prenait beaucoup d'essais. D'ailleurs, la question de la défense a été un thème de correction du langage, donc de réorientation linguistique, et aussi un thème de croyance. Donc, s'est manifesté avec deux entrées différentes et été traité avec deux démarches différentes. Donc, voilà, on a commencé à gagner, à améliorer nos résultats. Et ça aussi, c'est statistique, donc visible. Il n'y a pas d'interprétation non plus. Et nous nous sommes beaucoup rapprochés des meilleurs de la Liga et nous avons commencé à les mettre en difficulté, à les battre, à faire des matchs nuls ou à perdre avec très peu de différence au score, avec des bonus défensifs, par exemple. Voilà, ça, c'est des éléments objectifs. Pendant le travail de coaching d'équipe, j'avais donné la possibilité à ceux qui le voulaient d'avoir un coaching individuel. J'ai travaillé avec 6 joueurs. C'est beaucoup. Sur un groupe, trouver 1 heure par semaine, plus les exercices, etc., en plus de l'entraînement, donc en dehors, complètement en dehors, eh ben, ça veut dire que ça les a intéressés, ça les a titillés. Il y a une demande assez intéressante et 2 ou 3 avec qui je n'ai pas pu travailler parce que ils ne le pouvaient pas, on n'arrivait pas à goupiller les horaires parce que moi, je dois libérer du temps pour le faire. Évidemment, je ne me fais pas payer par les joueurs pour les coacher. Donc, ça ne serait pas non plus juste. Donc, voilà, c'est du pro bono. Il fallait goupiller les horaires et des fois, on n'a pas réussi, quoi. Tout simplement. Disons qu'il y avait une dizaine de joueurs qui étaient très intéressés et 6 qui ont fait la démarche de faire un cycle de 10 entretiens avec mise en place. Et j'ai vu aussi le changement dans le regard des dirigeants du club qui ont été impliqués, qui étaient présents, qui ont participé. Et le dernier, le plus difficile, toi qui es du rugby, tu sais de quoi je parle, c'est que nous avons changé, ce qui a changé, c'est le regard que les anciens portent sur nous. Parce que les anciens, tu sais comment c'est, ils arrivent et ils critiquent. Quoi qu'il se passe sur le terrain. C'est jamais aussi bien. C'était mieux avant. C'était de toute façon mieux avant. Et à notre époque, on gagnait.
Et puis maintenant, on ne gagne plus, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, il y a eu beaucoup de commentaires positifs avec une question qui est récurrente, mais qui est venue aussi des adversaires. Hein. C'est votre président qui m'a posé la question, le président de Genève qui m'a posé la question. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient changé comme ça? Et alors, je ne révèle pas de secret. Hein. On a fait un programme de prépa mentale. Voilà. On s'entraîne toujours 2 fois par semaine. C'est toujours le rugby amateur suisse. Ouais. Il n'y a pas de produit interdit. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on n'est pas très lourd dans l'équipe. Donc, si on pesait tous 120 kilos, il y aurait des questions à se poser. Ouais, c'est ça. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Si, il y a eu un changement visible.